Alors, ma première question, une question classique de critique de cinéma pour le coup. D'où vous est venue l'inspiration pour ce film, tout simplement? Alors, Euh, elle vient de plusieurs sources. D'abord, il y a la lecture. Si on devait prendre depuis le début, il y a La sirène du Mississippi de Truffaut et l'envie de filmer le corps d'un homme comme on filme celui d'une femme. J'avais l'impression que dans le film de Truffaut, il y avait quelque chose de très très fort sur la façon dont on mettait en scène Jean-Paul Belmondo, qui était une sorte de, la virilité qui incarnait la virilité à la française dans les années 60. Et dans le film de Truffaut, on le filme un peu comme une jeune fille, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est mis à terre, qui est dominé, maltraité, méprisé par Catherine Deneuve. Et moi, je me souviens que petit, c'était une image très très forte. J'ai vu le film à la télévision et ça avait été un sentiment très très fort. Et il y avait l'envie de retrouver une sorte de rapport de domination, mais corporel, physique, avec un acteur, et que le scénario s'est presque écrit autour de cette envie. Après, le choix ou la détermination ou comment dire, l'objectivation de mon envie de faire un film qui se déroulerait dans le milieu de la critique était surtout liée au fait que c'est un milieu que je connaissais un peu parce qu'avant d'être réalisateur, j'étais projectionniste de films et que je faisais des projections de presse pour les critiques lémaniques à Lausanne. Et de ce fait, je les rencontrais souvent et j'entendais parler de films et je trouvais que c'était un milieu assez étonnant parce que c'était un milieu qui vivait en fait parallèlement à celui de la production et de la réalisation qui m'intéressait, qui s'en nourrissait et qui lui renvoyait une image, pas toujours agréable ou pas toujours désirée, de la part en tout cas de la production. Et cette espèce de petit décalage, d'effet miroir un peu prime comme ça me fascinait. Puis je pense aussi que c'est un milieu qui est assez lisible et compréhensible pour un spectateur, puisque le cinéma est un art populaire, que les gens vont au cinéma, et donc les gens peuvent comprendre les échelles de valeur entre des grands films, des petits films, ce qu'on considère être un bon film ou un mauvais film. Ça aurait été plus abstrait et plus compliqué si on avait traité le sujet avec des critiques d'art contemporain ou même des critiques sportives, je pense. D'emblée, vous aviez associé l'idée de cette histoire d'amour et ce milieu social très particulier. Ouais, c'est un peu une. Il y avait l'envie depuis longtemps de faire un film qui se déroulait dans le milieu des médias. J'ai l'intention d'en faire d'autres encore sur le milieu, donc il y avait cette envie. Et puis je me suis dit, bien tiens, c'est le bon endroit pour mettre en lumière, obtenir presque par décantation un rapport d'autorité et de hiérarchie très très fort. Parce que c'est un milieu très pyramidal, la presse, entre les rédacteurs en chef, les rédacteurs de rubriques, les pigistes, les responsables de rubriques culturelles. Il y a une sorte de hiérarchie qui est très organisée. Puis entre les grands journaux, les petits journaux régionaux, les gratuits, c'est la même chose pour les chaînes de télévision. Et je trouvais que c'était très compréhensible de la part des gens. Il y a presque un côté un peu féodal. Parce que le film semble raconter à la fin, il y a un côté comme ça très. C'est un peu chevaliers et maîtresses. Et ça m'intéressait parce que je trouve que c'était très parlant même pour un spectateur qui n'aurait pas une connaissance absolue des milieux de la presse ou des médias. Alors notamment votre personnage de Christine, c'est ça, dans le personnage de... Christine, c'est l'amie du. C'est l'ami de... Voilà, c'est Ouais, ça, pardon. Non, c'est Rosa, c'est voilà, le Rosa, ouais. personnage de Rosa, femme dominatrice, et très enserrée dans le milieu justement de la presse. C'était ce personnage-là en fait qui vous intéressait de prime abord justement pour avoir la possibilité justement de traiter d'un personnage d'homme plus faible, Ah, plus soumis. je pense que c'est jamais un personnage tout seul en fait. Un personnage tout seul, enfin pour moi en tout cas, m'intéresse peu. Il m'intéresse dès qu'il est mis en relation avec quelqu'un qui peut lui renvoyer une image positive, négative, en tout cas une image de ce qu'il produit, de qui il est. Donc c'est aussi bien, c'est vrai, le personnage de Rosa, qui est joué par Natasha Kouchoumov, avec qui j'avais déjà travaillé et avec qui j'avais envie de développer ou de travailler sur un autre aspect du jeu, sur un personnage qui n'est pas du tout en relation, dominateur comme vous le dites, mais qui est aussi pas en relation, qui réifie le personnage du jeune pigiste de la vallée reculée. Donc il y avait quelque chose qui m'intéressait du point de vue de son autorité, ou en tout cas du fait que c'était une femme qui avait, entre guillemets, tous les pouvoirs. Et puis, elle ne m'intéressait que si elle était mise en relation avec le corps de cet homme, qui est un débutant, qui est la figure même du débutant, de celui qui doit apprendre et qui confronte son savoir ou ce qu'il pense savoir à des goûts culturels, une habitude, des us et coutumes qu'il doit apprendre. Donc j'ai l'impression que les deux personnages sont écrits en parallèle et l'envie de les développer s'est écrit dans le scénario parce que l'un répondait à l'autre en fait. Et donc j'ai l'impression qu'ils ont avancé de concert dans le film.
parce que je trouve qu'il y a une particularité en Suisse du fait que, comme vous le dites, Lausanne est déjà un centre urbain, mais à un niveau européen, c'est une toute petite ville. Genève et Lausanne sont des petites villes, mais pour la Suisse, c'est des grosses villes. Et qu'en fait, si vous prenez votre voiture et que vous faites 45 minutes en voiture, vous vous retrouvez à la vallée de Joux, là où le film a été tourné, dans une région qui est assez sauvage et désertique et qui est enclavée, même si elle est tout près de ces deux villes. Et ça m'amusait le fait qu'un personnage en Suisse, par exemple, c'était déjà le cas dans Garçon stupide, qu'un personnage puisse faire l'aller et retour dans la même journée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est provincial d'un fin fond d'un bourg allemand et qu'on décide un jour de monter à Berlin, ou même chose en France, le jour où on décide de monter à Paris, c'est pour y rester quelques temps. Un mois, 2 mois, 10 ans, avant de redescendre dans sa province et d'avoir ce contraste. En Suisse, on peut le faire dans la même journée. Quelqu'un peut aller effectivement la journée à Lausanne, où il y a déjà un univers avec des critiques de cinéma qui écrivent pour des journaux nationaux, et puis vous vous retrouvez juste 40 minutes après, au fin fond de la Vallée du Joux, à devoir écrire pour une feuille de chou un tout petit journal qui sera à peine lu. Et j'aimais bien ce contraste et le fait que le personnage fasse tout le temps un petit voyage. Quand il va, je pense, à Lausanne, pour lui, c'est vraiment dépaysant. Il se promène dans la ville, une glace à la main, un peu comme un touriste en vacances, et c'est un univers qui est complètement différent, mais qui est vraiment à sa portée. Après, c'est un petit peu comme les poupées russes, c'est-à-dire on est toujours le provincial de quelqu'un, c'est-à-dire que quand il est à Paris, on a l'impression que la poupée s'ouvre et qu'à l'intérieur, il y a encore une autre ville qui l'attire, à la fin qui sera à Paris, puis peut-être après encore une autre. J'aime bien cette idée de se dire on est toujours la marge de quelque chose. C'est où le centre? Est-ce que ce personnage ne va pas poursuivre toute sa vie un centre hypothétique? En même temps, ce personnage n'est pas forcément. Vous le jugez pas, ce personnage. À la fois, on a l'impression qu'il est assez naïf, et puis en même temps curieux, ce qui est qui est quand même plutôt une qualité. Et puis il y a quand même en même temps effectivement une idée d'être peut-être un peu critique sur l'idée d'arrivisme, sur le jeu que la société impose. Comment vous avez fait pour essayer de à la fois privilégier une certaine naïveté à ce héros tout en dosant, en suggérant l'idée d'arrivisme? Ben, c'était vraiment, on l'est tous arrivistes à un moment donné, même pour des toutes petites choses. Et j'aimais bien l'idée de se dire que ce personnage, on doit pouvoir non seulement se l'accaparer, se reconnaître en lui, parce que tout le monde a raconté avoir vu, je ne sais pas, tel ou tel film d'Antonioni, d'avoir lu les livres de Michel Houellebecq qui est présent ici à Locarno, et puis souvent on ne l'a pas fait. Et pour paraître, pour pouvoir faire valoir ses goûts culturels, on ment. Et je me disais, ce mouvement, qui est le mouvement de quelqu'un qui est un imposteur, on le fait tous à son échelle. Alors, pour le personnage du film, c'est quand même une échelle assez élevée, puisqu'il va se permettre de recopier complètement des articles et de les signer de son nom. Mais en fait, dans le fond, cette imposture, comme vous le dites, je pense que c'est aussi une façon d'apprendre et de rentrer dans un milieu. C'est-à-dire le fait de recopier, il va lui donner des codes pour savoir comment se lit les films, comment est-ce qu'on en parle, qu'est-ce qu'on peut dire dessus. Et j'ai l'impression que quand il vient la première fois à Lausanne, on le voit aller acheter des livres sur le cinéma, acheter des films, et donc que son goût culturel ou son intérêt pour le cinéma est en train de naître de cet acte premier qui est un acte premier répréhensible. Et ça, j'aime bien que le film fasse ce mouvement, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est quand même un personnage insupportable, et c'est pas bien de copier, c'est mal. Hier dans la discussion, une dame me disait, dans la discussion publique à la fin du film, une dame me disait, mais vous qui enseignez le cinéma, quelle image que vous pensez donner quand vous montez, vous faites l'apologie de quelqu'un qui copie. Puis je disais, mais voilà, tout le monde a copié. Les peintres ont appris en copiant sur leurs aînés. Je trouve que c'est très très bien que les réalisateurs copient ou citent ou refont, retraitent les images des autres. Et donc j'ai l'impression que c'est un mouvement qui est un mouvement naturel. Et j'aime bien que ce personnage, il titille quelque chose en nous qui est le souvenir de notre propre imposture. Et puis pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, il y a quand même quelques grands cinéastes, notamment Pasolini, qui disaient qu'il faut tout copier, il faut tout s'accaparer. C'est une façon non seulement d'abord c'est rendre hommage, et c'est une façon de s'en emparer pour en faire quelque chose qui est personnel, puis c'est de faire évoluer les choses. C'est de montrer à quel point un film, un livre, une œuvre d'art continue à traverser le temps et les âges, puisqu'il est pris par les générations suivantes pour être retraité, pour être travaillé. C'est vrai que dans le film, l'imposture est de signer, de recopier absolument et de signer de son nom. C'est-à-dire c'est comme prendre, je ne sais pas, effectivement, Médée de Pasolini et de dire voilà, c'est Lionel Bayer qui l'a réalisé, c'est moi, et de remplacer le nom de Pasolini par le mien au générique. C'est une imposture un peu supplémentaire, mais qui pour moi n'est pas énorme en fait. Je voulais qu'on parle un petit peu de direction d'acteur. Alors effectivement, vous avez retrouvé Natacha Kouchoumov dans tous vos films, je crois. Oui, toute une fiction, oui. Ouais, tout à fait. Que je trouve particulièrement extraordinaire dans votre film. Portrait de femmes cyniques. Il y a beaucoup d'humour aussi dans votre film. Comment ça se passe avec vos comédiens? Est-ce que vous répétez beaucoup avant de tourner? Est-ce que vous faites des lectures par exemple? Ou au contraire,
vous privilégiez une certaine spontanéité? Est-ce que vous êtes attentif aux propositions qu'ils peuvent vous faire sur le tournage? En gros, comment ça se passe? Alors, il y a toujours un scénario qui est écrit. Alors parfois, dans Garçon stupide, c'était une sorte de continuité non dialoguée. Et puis dans Un autre homme, c'est un scénario classique avec des dialogues. Je leur demande jamais de l'apprendre, je demande juste de le lire. Et puis j'ai écrit les scènes en général un jour avant ou 2 jours avant et je leur donne le matin. Et on le lit ensemble, mais je leur demande de surtout pas apprendre le texte. En fait, on le répète ensuite sur le tournage. Comme je travaille avec une toute petite équipe, j'ai assez de temps et de liberté pour pouvoir passer 2 heures, 2 heures et demie à travailler avec eux sur le plateau, dans les vrais décors, et pouvoir essayer les situations. Et j'ai l'impression que je ne leur donne pas beaucoup d'indications, par contre on discute beaucoup avant. Mais j'ai l'impression aussi bien du film que de plein d'autres choses. J'aime bien passer du temps avec eux avant le tournage. Alors on va au cinéma, on va déjeuner, on se promène l'après-midi, on va voir une exposition, que sais-je, on fait quelque chose pour parler, pour discuter. Puis souvent ça nous amène à parler de choses et d'autres. Je vole beaucoup, donc il m'arrive souvent de prendre des expressions, d'utiliser des choses qu'ils ont dites ou qu'ils ont fait pour les intégrer dans le film et pour en faire quelque chose dans le film. Mais j'ai l'impression que sur le moment du tournage, c'est plus des remarques de la direction factuelle. Mais toi ici, fais ça un peu moins fort, un peu plus de son côté, regarde-le plus, au contraire, ne joue pas en relation avec lui. J'ai l'impression que ce travail a été fait avant et que les questions se sont posées avant. Sur le tournage, c'est plutôt les comédiens ont l'habitude de proposer beaucoup de choses et puis c'est un peu la foire aux idées. Et donc souvent je prends, on retient, on corrige. Il m'arrive même des fois de retourner des scènes parce que je les monte, on les essaie et que comme le tournage s'est déroulé sur une très longue période et que je montais le film en parallèle, il m'arrivait souvent de me dire ok, ça n'a pas très bien marché parce que je pense qu'il y a un truc qui était faux dans la direction qu'on a prise, réessayons. Et comme je faisais la caméra, qu'il y avait uniquement un ingénieur du son, mais c'était très facile de remobiliser une équipe pour retourner la scène et recommencer. Le parti pris du noir et blanc, c'est imposé à vous comment? Alors c'était présent depuis le départ parce que j'avais envie que l'image du film ressemble un peu aux gravures de Félix Vallotton, qui est un peintre, un affichiste du début du XXe siècle. Et il avait fait une série de gravures assez célèbres avec des scènes de la vie parisienne. Scènes de la vie parisienne, aussi bien dans des appartements, certains s'appellent le mensonge, la duperie, la tromperie, ou uniquement des scènes sur les grands boulevards, de personnages qui déambulent sur les grands boulevards, avec des noirs et des blonds, des aplats très très forts et très marqués. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de sensualité et puis de cruauté dans ces petites gravures qui me fascinaient et dont j'essaie de m'approcher le plus possible en réalisant le film. Le format du film est aussi un format un peu plus carré que le format cinéma habituel. Il est un peu moins large qu'un format traditionnel pour qu'il y en ait cette espèce de forme qui n'est pas carrée mais un rectangle qui n'est pas trop à plat. D'accord. Et en même temps, il y avait aussi une envie de cinéma, enfin une idée de référence au cinéma. Alors de ce fait, le film fait référence évidemment à beaucoup de films de la nouvelle vague française ou suisse, et puis une envie d'inscrire le film peut-être. Oui, peut-être que la référence, mais qui n'est pas une référence directe, c'était repointer du doigt ce cinéma qui était un cinéma qui s'appuyait beaucoup sur les personnages et sur les acteurs. C'est-à-dire qui n'était pas un cinéma de la démonstration cinématographique, mais qui essayait à travers des choses très simples, que ce soit des plans, du gros plan, des mouvements de caméra très simples, de mettre en avant surtout le jeu des comédiens et la force de ce qu'on va pouvoir leur faire porter. C'est-à-dire j'aimais bien cette idée de se dire que ce qui me fascinait dans ces films, c'est qu'il y avait une très grande audace au niveau de la caméra et de la technique, mais qui était toujours au service d'un travail et d'un jeu avec les comédiens. Les comédiens jouaient entre guillemets faux, ce que j'entends par là antinaturel, et que le cinéma essayait de faire de même, de démontrer sa présence par des petites choses et des choses très simples, pas des grands mouvements de caméra, des choses très fluides. Et il y avait l'envie peut-être de se retrouver dans ce genre d'économie qui était la mienne puisque je tournais avec presque rien, donc même si j'avais envie de faire un plan de grue gigantesque, j'aurais pas pu le faire, mais il y avait l'envie de faire un film qui correspondait peut-être un peu à cette façon de faire des films. Alors pour parler justement un petit peu de production, effectivement votre film n'est pas un film très cher. Je crois que vous n'avez pas eu l'avance sur recette d'ailleurs. Ensuite j'aurais voulu qu'on parle un petit peu, vous me donnez votre impression un petit peu, votre sentiment de la production en Suisse. Comment ça se passe, comment ça va? Je pense qu'il y a une grande tension en Suisse peut-être sur le fait que il y a un peu une course au sac, enfin il y a une course au succès, de se dire il faut que d'un seul coup le cinéma suisse soit aussi successful que peut l'être parfois ou certaines années le cinéma français ou le cinéma allemand ou le cinéma espagnol. On oublie juste qu'on est dans un pays de 7 millions d'habitants avec 3 cultures différentes et que c'est absolument miraculeux
de voir le nombre de films qui sont produits dans ce pays, leur grande diversité, et puis le fait que c'est des films qui trouvent leur public, même restreint, mais qui trouvent leur public, films d'auteurs, documentaires et autres. Et j'ai l'impression que le film que j'ai réalisé et qui est présenté ici à Locarno ne correspondait pas du tout à l'attente actuelle du gouvernement suisse. Et donc c'est vrai qu'on a fait le film sans argent parce que je me suis dit je ne vais pas attendre d'avoir le pognon de la Confédération pour pouvoir faire le film. Je vais le faire quand même parce que j'ai l'impression que même si ça ne rentre pas dans la case succès populaire et de qualité, je vais quand même y aller parce que j'ai l'impression que je dois faire le film. Mais c'est un peu une tension qu'on retrouve dans beaucoup de pays européens, c'est-à-dire il y a une très grande attente et une non-prise de risque de plus en plus prononcée de la part des télévisions, des gouvernements, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la télévision en Suisse, mais souvent, à part, c'est pas parce que c'est Arte, mais à part Arte qui s'est focalisé sur le cinéma d'auteur, la plupart des chaînes hertziennes en Europe ont horriblement peur, ne veulent plus prendre des risques. C'est-à-dire qu'ils veulent des acteurs connus, ils veulent un cinéma dont on est quasi sûr de la rentabilité, ce qui fait que souvent c'est un cinéma qui n'est pas rentable parce qu'on croit trop qu'il va l'être ou qu'on imagine trop que c'est calculable en fait dans le fond la rentabilité d'un film. Et de ce fait j'ai l'impression que la marge du cinéma d'auteur elle se réduit de plus en plus. Je vois ici des films à Locarno, je sais pas, il y a le film de Pierre Léon sur L'Idiot, qui est un film absolument, je trouve, magnifique, mais c'est sûr que ça ne correspond plus à rien. Plus personne ne fait ce genre de film. Dans la durée, dans le choix de la mise en scène, dans l'écriture du scénario, c'est un film qu'aucune chaîne de télévision n'achèterait. Pourtant, je pense que c'est vraiment important que Pierre Léon ait le courage de faire ce film. Donc voilà, on est un peu dans une situation où on est obligé d'être des francs-tireurs. Peut-être que alors, ça nous donne plus de créativité ou que ça nous oblige à faire de façon plus rapide, dans une urgence qui était peut-être celle des réalisateurs des années 50-60. Oui, juste qu'on reprenne un petit peu sur l'idée de cette position, de ce positionnement de franc-tireur dont vous parliez. Mais est-ce que vous sentez que par rapport au thème que vous abordez justement dans vos films, vous êtes dans une position justement un peu en marge et peut-être justement un peu plus provocant pour les Suisses? Oui, peut-être qu'il y avait une sorte de tension, il y avait une sorte d'angoisse en se disant en fait, il y a très peu de films qui ont été faits sur les critiques cinématographiques. Et puis mon producteur me disait qu'il y avoir une bonne raison en fait, c'est parce que c'est peut-être pas bien de faire ça dans le fond. Il ne faut pas les agresser, il faut faire attention, on a besoin d'eux, c'est vrai on a besoin d'eux quand on sort un film, on a besoin de ce retour critique. Alors il y avait peut-être une sorte de nervosité par rapport à ça. Je pense qu'après dans le cinéma suisse, de toute façon je suis perçu comme quelqu'un d'un peu particulier parce que je tourne beaucoup, en fait je tourne assez régulièrement, j'essaie de faire un film tous les 2 ans et il m'arrive souvent de faire des films avec très peu d'argent. Et puis, de par la thématique des films précédents, ça me fait beaucoup d'honneur de dire que je serais un franc-tireur, mais je suis perçu comme quelqu'un qui est un peu... En fait, on aime bien dire que je fais partie du cinéma suisse quand ça arrange, et puis il y a plein de monde qui est très content de dire que dans le fond, oui, mais dans le fond, il vient pas en France, il n'est pas vraiment... Est-ce qu'il est vraiment d'ici? Et moi, ça me va très bien en fait d'avoir le cul entre deux chaises. Je trouve ça tout à fait agréable de se dire que moi, mon identité suisse, j'ai pas vraiment besoin de la porter sur mes épaules. J'ai pas l'impression que c'est à moi de porter la responsabilité culturelle de ce pays sur mes frêles épaules. Alors il y avait cette envie, c'est sûr, parce que je suis le seul film suisse en compétition. Donc ça m'avait un côté un peu jeu de Pékin où j'aurais dû arriver avec le drapeau et la délégation à la suite. Et ce que je refuse évidemment de faire parce que j'ai l'impression que le film il se déroule en Suisse et il a des particularités parce qu'il se déroule en Suisse. Mais j'ai toujours, enfin, c'est l'international qui m'a toujours fait vivre. C'est-à-dire que les Suisses voient peu mes films et c'est grâce au public français, allemand ou nord-américain que les autres films ont existé et que j'ai pu continuer à en faire d'autres en fait. J'ai entendu que vous aviez refusé plus ou moins d'avoir votre photo là dans l'album Panini. Oui, je voulais pas ça. Donc vous vouliez pas. Mais parce qu'il y a un truc étonnant, c'est cet album Panini du cinéma suisse, il y a toujours une sorte de dérision, de deuxième degré et de cynisme sur le cinéma suisse. C'est peut-être lié à la culture calviniste et protestante de ce coin d'Europe. Il y a une absence totale de fierté. On est incapable de se la péter une fois et de dire on ferait un truc un peu too much pour présenter le cinéma suisse comme fait des fois Unifrance où on se dit c'est trop quoi, il faut se calmer quand même, le cocorico est un peu trop prononcé mais en même temps je pense que ça fait du bien. Et en Suisse on est dans une démarche qui est tellement rentrée que c'est plutôt, on essaie toujours de dire, on voudrait dire qu'on est fier, mais comme c'est pas une vertu d'être fier, c'est un mal, un péché, il vaut mieux le faire un peu en rigolant. J'ai dit moi je veux pas être là-dedans et je veux pas qu'on ait collé des vignettes et qu'on dise allez on rigole un peu avec les films suisses. J'ai l'impression que j'ai des comédiens qui ont travaillé pendant 2 ans et des techniciens pendant 2 ans, des fois gratuitement ou à 10% de leur salaire et que moi je respecte beaucoup ce travail et j'ai un peu de peine à me dire on en rigolerait dans un album Panini. On le ferait comme ça pour se marrer. J'ai l'impression que la situation est devenue tellement tendue aujourd'hui dans le cinéma que non, je pense que c'est dur de faire des films et puis j'en suis fier mais je trouve que c'est quelque chose de sérieux. Voilà.
Dernière question, est-ce que vous avez des projets? Vers quoi vous avez envie d'aller? Est-ce que vous avez envie de continuer à tourner aussi en Suisse? Est-ce que vous avez des projets qui vous mènent vers l'extérieur, vers d'autres... Alors j'ai commencé D'autres horizons. il y a 2 ans, mon film précédent qui s'appelait Comme des voleurs, se déroulait en partie en Pologne et était le premier film d'une tétralogie sur l'Europe et les Européens. Et donc là c'était à l'Est et le prochain sera tourné au sud de l'Europe, c'est-à-dire entre l'Andalousie, le sud de la France, l'Italie et la Sicile. Donc, mais il partira de la Suisse et j'ai 2 projets, encore un au nord qui se déroulera en Écosse et un à l'ouest qui se déroulera au Portugal. Voilà. Ah d'accord, vous êtes complètement... Je suis ouvert. blindé pour. J'ai horriblement peur de mourir, donc il faut que je travaille beaucoup avant ça en fait. C'est-à-dire que j'ai peur de mourir en n'ayant pas fait assez de films. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de mourir en n'ayant fait pas assez de films, donc je travaille. Ouais. Bon, merci beaucoup. J'ai l'impression que je suis angoissé et morbide. Non, je crois pas. Faux, donc.